Ma lecture a des aspects positifs, a remarqué des aspects positifs du discours du chef de l'État, mais aussi des aspects négatifs. Parmi les aspects positifs, c'est le fait que le chef de l'État puisse exhorter le peuple congolais à rester dans la paix. Deuxième aspect positif, c'est le fait que le chef de l'État demande assez que l'on cherche des modalités de vote qui peuvent coûter moins, même si ça constitue un débat, si ça coûte moins que l'actuelle modalité de vote, mais au moins, ça a toujours été une de mes propositions. Je considère que le vote électronique, c'est un vote qui peut rapidement amener au résultat, et deuxièmement, ça peut être plus fiable que l'actuelle modalité de vote qui, nous savons, amène de la corruption, même jusqu'au centre de compilation. Donc ça a toujours été une des réflexions que je poussais. Si le chef de l'État nous demande d'y réfléchir, on ne doit pas rejeter en bloc cette modalité de vote. Mais l'aspect négatif, c'est un peu le revers de la médaille. Le chef de l'État exhorte à la paix, mais malheureusement, on a eu comme l'impression que certains de nos amis de l'opposition, on a voulu les transformer en comploteurs de la République. Pourtant, nous savons qu'aller au Sénégal, discuter sur les modalités de faire respecter la Constitution ne peut constituer un complot contre la République. Donc, c'était ça les côtés négatifs quand on a pu vouloir transformer nos amis de l'opposition à des comploteurs de la République. Mais aussi l'aspect négatif, c'est le fait que je n'ai pas personnellement ressenti une volonté dans le discours du chef de l'État de faire en sorte que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que le chef de l'État a beaucoup fait pour ce pays. Les premières élections après la dictature, qui nous ont remis dans la démocratie, ont été organisées grâce à lui. Et je pense qu'il doit tout mettre en œuvre pour qu'après lui, que le même système politique, c'est-à-dire la démocratie, puisse continuer. Moi, j'étais très content quand il exhortait aux modalités de vote électronique. Moi, je me disais, effectivement, le chef de l'État voudrait qu'après lui, que le président qui serait élu soit le moins contesté possible. Mais malheureusement, on ne l'a pas entendu jusqu'au bout par rapport à une réflexion sur le respect des délais constitutionnels. Ce n'est pas un débat de phrases. Moi, personnellement, ce n'est pas cette phrase-là nécessairement que j'attendais. Moi, je pense qu'il va de soi que le président de la République ne va pas s'y représenter, selon moi, parce que la Constitution actuelle n'a pas changé. Plutôt, il y a nécessité que même si le chef de l'État ne va pas se représenter, qu'au moins, que dans les délais constitutionnels, que nous puissions avoir un nouveau président. Parce qu'il y a deux questions. Est-ce que l'on va respecter les délais constitutionnels? Est-ce qu'il va se représenter? Moi, je pense que la nécessité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les délais constitutionnels soient respectés. On ne doit pas inventer les problèmes techniques. Nous devons en discuter, d'où ces dialogues ne doit pas être un dialogue piège, ça doit être réellement un dialogue où on vient discuter sur la possibilité de faire en sorte que la loi mère, la loi fondamentale qui est la Constitution, soit respectée. Moi, personnellement, je n'aime pas entrer dans du procès d'intention. Je ne pense que ça ne va rien amener ni au peuple ni à la République. Mais au moins, moi, je suppose que le président de la République ne sera pas tenté forcément
de suivre ce que son entourage voudrait. Parce que moi, je ne pense pas que le président lui-même voudrait se représenter. Il y a deux intentions autour de lui. Il y a des propositions de la part de son entourage, mais je pense qu'il va entendre la bonne voix, qui est la voix de démocrate, qui est la voix de nationaliste, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a eu une dictature dans ces pays. Et cette dictature a été écrasée grâce à Laurent Désiré Kabila, qui est le père de Joseph Kabila. Alors, je ne sais pas si le président Joseph Kabila voudrait mettre en place un système que son père a combattu. Et il devra savoir s'il va le faire, il devra savoir que de la même façon que son père a consacré toute sa vie pour lutter contre la dictature de Mobutu, eh bien, de la même façon, il y aura une jeunesse qui va se battre contre le système dictatorial qu'il mettra en place. Moi, je pense que la démarche, c'était peut-être non seulement anticonstitutionnelle, mais politiquement faible. L'opposition devait savoir que, premièrement, la personne, plutôt, devait savoir que l'institution attaquée le plus, c'était les gouvernements, au lieu d'attaquer un seul membre du gouvernement. Pourquoi je dis les gouvernements? Les gouvernements est personnifié par le Premier ministre. Eh bien, pour qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle puisse prendre son arrêt, que moi je considère comme étant inconstitutionnel, eh bien, elle a pris cet arrêt en se basant sur une allégation du Premier ministre. Le Premier ministre qui a considéré qu'il n'y avait pas 2 millions de dollars pour organiser les élections. Le même Premier ministre, après les rapports, la reddition de comptes, on a découvert qu'il a dépensé plus de 200% de ce qui lui a été assigné comme budget. Le même Premier ministre, on a découvert qu'il a dépensé plus d'1 milliard de dollars hors budget, mais c'est le Premier ministre en question, qui va dire qu'il n'a pas 2 millions de dollars pour organiser les élections. Par conséquent, une faute du Premier ministre, avec une motion de censure, fait tomber tout le gouvernement. Deuxième aspect, pourquoi on devait faire tomber plutôt le gouvernement entier et non pas un simple vice-premier ministre, c'est le fait que les ordonnances en question ont été contre-signées par le Premier ministre. On sait que le président de la République est irresponsable. C'est vrai que le vice-premier ministre va mettre en exécution, compte tenu du fait que c'est dans son département, mais c'est le Premier ministre qui devait engager la responsabilité. Par conséquent, lorsqu'ils sont tombés aux mains du vice-premier ministre, qui a été secrétaire général du PPRD sur le plan politique, eh bien, c'était trop faible de l'attaquer. Et deuxièmement, il n'avait pas contre-signé personnellement. Et troisièmement, il devait tout simplement se baser sur le fait qu'il n'a fait qu'exécuter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Or, il devait aller plus loin. En attaquant les premiers ministres, ils allaient considérer que c'est le Premier ministre qui a induit la Cour constitutionnelle en erreur. Parce que la Cour constitutionnelle a trouvé que le moyen n'existant pas, cela constitue un cas de force majeure, d'où il fallait que le gouvernement prenne des mesures exceptionnelles. Donc la personne à attaquer, c'était le Premier ministre, et en attaquant le Premier ministre, on fait tomber tout un gouvernement des incompétents. Mon analyse est que l'Assemblée nationale ou le président de l'Assemblée nationale ne doit pas se perdre. Eh bien, dans ce pays, on a connu des dictatures, on a connu des gens qui ont fait le djalelo en faisant tout pour plaire au président en place. Non, aujourd'hui, la réunion qui s'est tenue au Sénégal, je n'y étais pas et aucun membre de mon parti n'y était, mais c'est une réunion où on débattait sur la nécessité de conserver la démocratie, sur la nécessité de faire respecter l'alternance. Les gens doivent savoir que la démocratie suppose qu'on existe comme président, on existe comme député, on existe même comme président de l'Assemblée nationale parce que le peuple l'a voulu ainsi. C'est un peu comme si le souffle de vie comme président vous est accordé par le peuple.
Donc, lorsque vous ne respectez pas le délai, le peuple vous retire le souffle de vie. Vous n'avez plus le droit de vous engager en son nom. Ainsi, lorsque on est républicain, lorsqu'on est démocrate, on doit tout mettre en œuvre, on doit aller dans toutes les réunions possibles. Un peu comme le président de la République le disait en son temps, j'irai partout où la paix du Congo va se négocier. Et bien de la même façon, moi je pense que les opposants, au moins pour une fois, je reconnais, qu'ils vont se réunir partout où la démocratie du Congo, où on va débattre sur la nécessité de conserver la démocratie au Congo, sur la nécessité de faire respecter la Constitution. Moi, je pense que c'est une nécessité. Comme je le répète, l'actuel président de l'Assemblée nationale doit savoir que la personne qu'il sert, c'est quand même Joseph Kabila, fils de Mouzé qui a mis toute sa vie en danger, qui est même mort pour avoir lutté contre la dictature. Eh bien, c'est inacceptable que son fils puisse installer une quelconque dictature. Moi, je n'accepterais peut-être pas qu'on accepte le chaos. Le chaos, c'est inacceptable parce qu'on n'a que le Congo comme pays. Moi, j'en ai pas d'autre. Je n'ai aucune autre nationalité en dehors de la nationalité congolaise. Mais du moins, même, oui, c'est à vérifier, pas de problème. Mais les appels à manifestation, la liberté de manifestation est une liberté consacrée par la Constitution. Les droits libertés, eh bien, c'est un droit fondamental. Lorsqu'on appelle à manifester, on doit respecter toute la procédure quant à ceux, et on ne doit pas casser, on doit lancer des messages clairs, mais on ne doit jamais accepter le chaos, on ne doit jamais appeler le peuple à casser. Eh bien, ce que l'on peut casser comme bien de privé, comme bien de particulier, c'est en principe de biens qui sont mis en place au Congo pour notre propre bien. Donc les opposants doivent atteindre une certaine dimension de démocratie, ne jamais accepter, ne jamais envoyer le peuple dans la rue pour casser. Non, moi je pense que c'est là où j'accepte quand même plus ou moins l'appel au dialogue du chef de l'État. On doit aller écouter le chef de l'État pour savoir ce qu'il veut du pays. Eh bien, nous, on doit amener des propositions. Parce que comme moi je suis en train de le dire, la paix et la démocratie, c'est le bien de tout le monde. Les gens qui sont en train de très mal conseiller le chef de l'État doivent savoir qu'on n'a pas besoin dans ces pays de députés illégitimes, de présidents illégitimes, de premiers ministres illégitimes. Notre pays ne saura jamais changer, ne saura jamais être modernisé, ne saura jamais se développer avec des dictateurs. Donc, par conséquent, nous devons nous tous mettre en place un système. Par conséquent, je suis très content quand le président de la République appelle au vote électronique, parce qu'effectivement, le vote électronique va amener à un système transparent des élections, à un système plus ou moins incontestable des élections. Peut-être avec ces votes électroniques, on pourra voir qu'on aura de plus en plus d'institutions légitimes. Non, je pense que l'UDPS est en train plus ou moins d'exagérer. C'est vrai que l'UDPS est dans la vision où il pense que le président de la République actuelle n'est pas président. M. Etienne Tshisekedi serait aussi le président de la République. Par conséquent, il doit avoir quelqu'un entre les deux. Moi, je suis d'accord avec la facilitation internationale. D'où moi, je proposais que quelqu'un comme Kofi Annan puisse être un facilitateur parce qu'il a un carnet d'adresses fourni. C'est quand même quelqu'un qui s'est toqué dans la porte de puissance internationale. Lui, il peut facilement faire décanter la situation, mais de là, considérer que le président de la République est complètement une partie dans le problème et qu'il n'a pas le droit de convoquer des dialogues, c'est quand même aller trop loin, c'est bloquer les choses. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on refuse une chose, on doit en proposer une autre.
et proposer de choses quand même acceptables. Hein, moi, je pense que ignorer que le président de la République actuelle n'est pas président ne nous amène pas quelque part. C'est moi qui vous remercie.